Salut tout le monde. Déjà, on est ravis d'être là aujourd'hui pour parler avec vous de la création de contenu et des secrets de la création de contenu. Il y a un petit contexte du coup à ce meet-up, c'est que en fait chez Extia, on s'est rendu compte qu'on avait la chance d'avoir dans nos rangs des personnes qui créent du contenu ou qui ont créé du contenu. Et du coup, en discutant avec eux, je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir faire, comme disait Léa, une table ronde, une petite interview pour en savoir un peu plus sur comment ça se passe quand on crée du contenu. Donc voilà, donc on vous fait ce meet-up aujourd'hui et comme aussi le disait Léa, n'hésitez pas à intervenir. Nous, on est ravis aussi, en plus des questions que je vais poser, de lire les vôtres. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se présenter à vous pour que vous sachiez pourquoi on est là aujourd'hui. Donc moi je suis Dorine, donc vous m'avez déjà sûrement croisé sur certains meet-up, notamment de la Feel Good. Et puis moi je suis lead RH basée à Lille. Je prends la suite du coup. Vas-y. Moi c'est Mathilde. Chez Extia, j'occupe le poste de chargée des projets de mécénat. Donc c'est moi qui m'occupe des missions qu'on réalise gratuitement pour nos associations partenaires. Euh, et à côté de ça, je tiens la page En route Mathilde du coup sur Instagram, sur laquelle je partage toutes mes aventures liées à la montagne, la randonnée et les sports extérieurs. Et je vous invite même en direct, si ça vous dit, d'aller regarder un petit peu mon compte sur Instagram pour vous donner une idée de ce que je fais. Voilà. Hello tout le monde, donc moi c'est Bilal, je suis ingénieur d'affaires sur l'agence de Lille. Moi me concernant, je suis un ancien créateur de contenu donc sur TikTok lors d'un VIE à l'étranger donc à Dubaï. Je faisais pas mal de contenu et où je racontais en fait de façon lifestyle mes journées et ce que je faisais. Voilà. Eh ben, merci à vous deux pour cette présentation. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc le contexte, on en a un peu parlé. Voilà, déjà pour commencer, le but c'est de savoir un peu la création de contenu, qu'est-ce que c'est. Donc toi Mathilde, pour toi, c'est quoi le rôle principal de la création de contenu? Alors, la création de contenu, ça touche vraiment tous les réseaux sociaux. Hein. Donc, on parle aussi bien de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, de TikTok, voilà, de vraiment tous ces formats-là. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est mon expérience qui est vraiment centralisée sur Instagram et aussi une newsletter que je tiens. Donc, personnellement, la création de contenu pour moi, du coup, dans ce périmètre-là, il s'agit de créer des vidéos, des photos, des stories, donc des photos aussi un petit peu plus éphémères, et des newsletters autour de mes différentes aventures à la montagne. Et toi, du coup, le contenu que tu fais, il s'adresse plutôt à qui? Alors, donc les messages principaux de mon contenu sont vraiment tournés autour de, on va dire, l'épanouissement personnel à travers le sport et les aventures en montagne. Pour redonner un tout petit peu l'histoire, enfin mon histoire liée à ça, c'est que justement lorsque j'ai signé mon travail chez Extia et que j'ai commencé à rentrer voilà dans la vie active, à avoir mon CDI à Paris, j'avais envie en fait de retrouver ce sentiment d'aventure, de dépassement de soi qu'on peut ressentir voilà lorsqu'on part en voyage, lorsqu'on fait des nouvelles choses. Et je me suis demandé en fait comment est-ce que moi à titre personnel je pouvais vivre ce genre de sensation tout en ayant en fait finalement une vie normale. Et c'est comme ça en fait que m'est venue l'idée de partir à la montagne pour la première fois, tout en sachant que voilà, j'avais pas d'expérience particulière, pas de point de repère, pas grandi à la montagne ni rien. Donc c'est vraiment une grande aventure pour moi de partir une première fois en montagne, mais ça a été la révélation dans le sens où je me suis dit que dans ces activités, je trouvais vraiment ce que je recherchais pour m'équilibrer dans ma vie du quotidien, dans mon travail, ma vie à Paris, etc. Et ça a été ça un petit peu le point de départ où je me suis dit, mais il faut absolument que je partage
cet état d'esprit en fait avec tout le monde parce que je suis convaincue qu'on a tous besoin d'aller passer plus de temps dehors et qu'on a tous besoin de vivre des week-ends un petit peu plus aventureux. Voilà. Ok, trop cool. Et toi, Bilal, du coup, selon toi, c'est quoi le rôle de la création de contenu? Pour moi, la création de contenu, c'est vraiment apporter de l'information ou du divertissement. Moi, en tout cas, me concernant, c'est vrai que ça s'est beaucoup orienté, enfin, ça s'est principalement orienté sur TikTok. Pour moi, c'est clairement aujourd'hui un moteur de recherche et ça permet de s'informer, que ce soit, comme le disait Mathilde, à travers la montagne, mais moi, c'était vraiment à travers les vacances, notamment à travers Dubaï, où je racontais mon quotidien. Donc, du coup, il y avait pas mal d'informations qui étaient distribuées à toutes les personnes qui pouvaient venir. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la cible, c'était assez varié. On avait autant des personnes qui souhaitaient se rendre à Dubaï en vacances ou alors justement des personnes qui habitaient à Dubaï et qui ne connaissaient pas forcément tous les endroits et activités à faire. Donc, ouais, en gros, moi, aujourd'hui, si je devrais résumer ça, la création de contenu, c'est vraiment ça fait office de moteur de recherche, quoi, finalement. Ok. Et tu t'es adressé à un public en particulier? Pas forcément, c'est-à-dire que moi, en fait, c'était vraiment de façon très spontanée. Je faisais des vlogs où je racontais mes journées. Et comme je disais, tu pouvais autant avoir des personnes qui venaient à Dubaï et qui voulaient faire des activités qui n'étaient pas forcément hyper connues des touristes. Et à côté, tu avais des expats comme moi qui étaient sur Dubaï et qui voulaient voir un peu d'autres choses dans la ville et des trucs qui sortent du commun. Donc, c'était vraiment très varié. Et à côté, tu avais aussi des personnes qui swipaient et tout simplement qui tombaient sur mes vidéos qui étaient juste intéressés de regarder le contenu, quoi. Qui te trouvaient sympa et ils se sont dit allez, on te suit. Donc toi, du coup, ton contenu, c'était plutôt sous format vidéo sur TikTok et Mathilde, du coup, vidéo, story, newsletter, plutôt sur Instagram. Ok. Et comment vous avez fait, du coup, pour trouver votre audience et réussir à toucher un public? Si tu veux prendre la main. Ouais, donc en fait, je dirais que c'est un peu tout un process, le temps de trouver son format qui fonctionne bien, qui est différenciant, son identité, son storytelling. On a beau avoir une chose à dire, en fait, il y a plein d'axes différents pour le faire. Et je pense que ça peut prendre du temps, en effet, de trouver sa bonne manière de le faire. Personnellement, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été en fait de rester le plus fidèle à moi-même possible, en fait. Je suis sur du contenu, je fais du contenu extrêmement authentique, en fait, qui est vraiment 100%, on va dire, aligné avec ma personnalité, ce qui compte pour moi. J'essaye pas de jouer un rôle ou de suivre des tendances ou voilà, des choses comme ça. Donc si je devais pour répondre à cette question, je dirais vraiment que ce qui a fonctionné, ça a été de rester sur des choses authentiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, la priorité, c'est toujours d'apporter de la valeur, en fait, dans ce que je partage. J'ai pas simplement envie de montrer des beaux paysages en montagne, même si ça inspire aussi, bien sûr. Mais voilà, mon objectif, c'est qu'en fait, à travers ce que je partage, tout le monde puisse passer à l'action, en fait. Ok. Et toi, Bilal? Moi, du coup, ouais, moi, c'est vraiment le côté très spontané. Après, c'est un peu dans l'ADN de TikTok, mais je suis vraiment entre guillemets tombé dedans par hasard. J'avais envie je viens d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ville, je connais pas forcément les personnes avec qui je suis, et j'ai pour habitude en fait à chaque fois de filmer, créer du contenu, mais plutôt perso sur Insta. Et je me suis dit ok, pourquoi pas faire un TikTok. Je vois que tout le monde se lance, donc let's go. Et c'est vraiment venu en fait de manière très très spontanée, quoi. Donc sans forcément un gros montage derrière ou alors quelque chose de très carré, très propre. C'était vraiment des fois on voyait les transitions n'étaient même pas bien et c'était au bout de 1, 2, 3 vidéos et je vois que ça commence à prendre et moi-même je suis un peu étonné en mode ok, j'ai juste raconté ma journée, j'ai juste dit que je suis allé dans ce resto pour manger tel plat et que c'était hyper bon et au final je vois qu'en fait il y a un engagement hyper intensif. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, je suis un peu tombé dedans par hasard et j'y ai pris goût. Et
du coup, après, j'ai continué à alimenter tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment, moi, en tout cas, la spontanéité qui a vraiment beaucoup marché. Pour dire carrément, il y avait 2-3 TikTok que j'ai voulu, justement, avec un logiciel de montage, faire un peu plus propre. Les vidéos n'ont pas du tout marché. Et c'est vraiment, en gros, quand j'étais sur ces rushs bruts, entre guillemets, que j'avais, c'est ça qui a fonctionné, quoi, finalement. Ok, trop cool. Bah, en plus, tu as répondu sans le savoir à la question de Jérémy qui nous demandait c'était quoi la raison qui t'a poussé à te mettre à créer du contenu régulièrement, hors raison financière en cas de succès. Toi, de ton côté, Mathilde, tu dirais que c'est quoi la raison première qui t'a lancé? Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé le contenu que j'aurais aimé voir il y a quelques années. Je pense que c'est aussi un petit peu le piège des réseaux sociaux et en fait, que l'algorithme nous montre toujours ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un peu les travers, hein, mais ça peut aussi rester beaucoup sous des thèmes de la distraction, etc. Alors que c'est aussi un outil super puissant en fait pour inspirer. Et le mot influence, c'est vrai qu'il a pas très bonne réputation, mais au final c'est ce qui se passe en fait. Ce qu'on fait, ce qu'on voit à longueur de journée, ça nous influence. Et moi personnellement, l'impact que j'ai envie d'avoir ou ce que j'ai envie de transmettre en fait à travers mon contenu, c'est une influence entre guillemets que je juge positive et qui en fait aurait changé ma vie si il y a quelques années j'avais eu dans mon feed Instagram seulement des vidéos qui m'incitent à passer plus de temps en nature, à simplifier en fait ma vie, à vouloir moins acheter de choses, à vouloir voyager moins loin. Et donc en fait mes messages principaux c'est vraiment de porter ça, parce que je me dis aussi que si je le fais pas, on va continuer d'être noyé dans plein de choses qui nous poussent à la consommation, à la comparaison, etc. Donc moi ouais, vraiment ce que je recherche à travers ce que je partage, c'est de faire un peu le poids de contrebalance et d'inspirer un peu des nouvelles choses. Ok, trop cool. Bah, pour le coup, je suis hyper d'accord avec toi, Mathilde, parce que c'est vrai que moi, en tant qu'utilisatrice des réseaux et pas en tant que créatrice de contenu, quand j'ai commencé à être sur les réseaux il y a quelques années, je trouvais que on voyait de tout et de rien et pas forcément des trucs qui nous concernaient. Aujourd'hui, je trouve que les algorithmes sont hyper bien faits et nous poussent du contenu qui nous intéresse beaucoup et du coup, en tout cas, moi, je le vis en influence hyper positive parce que le contenu que je vois, par exemple, si j'aime cuisiner, je vais avoir des recettes de cuisine, de choses que j'ai jamais fait, et du coup, forcément, ça va me faire aussi apprendre des choses de façon hyper positive, quoi. On a eu pas mal de questions, je vois dans le je vois ça dans le chat. Alors du coup, il y a Laurent qui nous dit qu'il est un boomer et que et que du coup, il trouve que le terme créateur de contenu, c'est un peu un terme fourre-tout. Il dit c'est quoi la différence avec celui qui partage les photos de ses repas sur sa page Facebook? Bilal, je te laisse répondre, le temps de réfléchir. Pour moi, alors c'est je pense mon opinion, mais ça va vraiment rejoindre justement la partie d'influence. En soi, on crée tous du contenu. Voilà, qu'on mette des photos sur Facebook de notre repas, ou alors qu'on aille sur TikTok créer un petit TikTok. Après, tout va dépendre entre guillemets de l'algorithme, comment il va le proposer aux personnes et comment les personnes vont entre guillemets s'en servir ou l'utiliser, quoi. Mais en soi, moi je pense en tout cas qu'à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux et qu'on crée du contenu, on est créateur de contenu. Après, tout va dépendre de la fréquence, de quel type de contenu tu mets. Donc voilà. Enfin, je pense à ça en tout cas. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, le mot créateur de contenu, moi, je l'utilise comme titre de mon métier. Sur ce que je fais sur Instagram, c'est le mot générique pour décrire en fait ce métier. Donc oui, se dira créateur de contenu toute personne qui sur des réseaux crée du contenu, peu importe si c'est son activité principale ou non, si c'est une activité monétisée ou non. Mais pour moi, ça désigne vraiment plutôt l'aspect métier du projet.
Et je pense aussi c'est la façon dont tu t'adresses aux autres. Enfin, moi, je sais par exemple que tu parlais de boomers. Moi, je sais que j'ai des oncles et tantes qui sont sur Facebook et qui partagent à peu près toute leur vie, toute leur journée. Mais en fait, ils le font plus pour eux. Au final, ils ont mangé un truc qui leur a plu, ils le mettent et c'est tout. Là où je pense que les créateurs de contenu, par exemple, qui sont orientés food, etc., ils le font pour les autres, pour apporter quelque chose et créer une valeur ajoutée et donner des conseils, etc. Enfin, en tout cas, c'est aussi comme ça que je le vois. Ouais, carrément. Alors, dans les autres questions, on avait Christopher qui nous dit: est-ce que vous avez monétisé vos contenus? En vrai, je me permets juste je me dis peut-être qu'il vaut mieux qu'on suive un peu notre trame et qu'on prenne les questions au moment où... Parce que sinon, on risque un peu de sauter des étapes. Je sais pas ce que t'en penses, Dorine. Ouais, carrément. La question de monétisation, on y reviendra parce qu'on avait prévu de l'aborder. Il y a juste un autre Christopher, du coup, qui nous demandait, Mathilde, tu parlais de message principal dans ton contenu. C'est quoi tes messages secondaires, vu que ton message principal, c'est épanouissement perso et sortie en montagne? Déjà, c'était très bien résumé. Franchement, sortie montagne, dev personnel, je suis contente que ce soit vraiment ça qui était retenu de ma petite intervention du début parce que c'est vraiment ça le principal de ce que je voudrais partager. Pour extrapoler un tout petit peu dans la partie développement personnel, ce qui est important pour moi, alors ça paraît c'est un terme un petit peu large, mais ce qui est important pour moi en fait dans les sujets que je partage, c'est la manière de dépasser ses peurs et sortir de ses habitudes. Voilà, donc c'est vraiment dans cette dimension-là que moi je m'épanouis. Et en fait, je suis convaincue que ce genre d'activité, de nouvelles découvertes sont extrêmement bénéfiques sur plein d'aspects. Et donc c'est vraiment sur ça que je mets l'accent. Et donc il y a évidemment mes messages, mais il y a qu'est-ce que je partage de manière concrète dans mon contenu. Peut-être que c'est ça qui t'intéressait. Eh bien, je partage des conseils assez concrets liés à la randonnée, à plein d'activités de montagne, des itinéraires et avec vraiment un axe principal qui sont les itinéraires accessibles à l'échelle du week-end. Et qu'est-ce qu'on peut faire, notamment si on habite à Paris, si on habite en ville, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du week-end en montagne. Voilà. Super. Du coup, on va passer à la partie processus et collaboration. Toi, Bilal, est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement les étapes de la création de contenu? Ouais, alors moi en tout cas sur ma création de contenu à moi, comme je l'ai dit, c'était vraiment de manière très spontanée. C'est-à-dire que le matin, en fait, je filmais ma journée la plus simple possible comme elle se déroulait. C'est-à-dire que le matin, par exemple, j'allais dans un coffee shop pour prendre un café. Je filmais le café et je filmais l'intérieur avec des rushs aussi de la carte justement du café. Moi, ce que j'ai pris et ce que je préfère habituellement. Puis après, voilà, j'avais une deuxième étape. Donc moi dans le métro ou alors moi sur mon Uber qui partait au travail. Puis après, je pouvais tout simplement laisser mon téléphone en face du bureau et moi qui travaille. Fin de journée, je pars avec... je vais rejoindre des amis à la plage ou alors dans un café après le travail. Et c'est vraiment en gros un quotidien entre guillemets différent de ce qu'on peut avoir à Paris, à Lille, ou en France. Et c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et vraiment d'une manière très simple, sans logiciel de montage. Je mettais mes rushs sur 9h, je me réveille, j'ai pris mon café, je suis allé au travail. La fin de journée de travail, je suis parti rejoindre des potes. On est parti à la plage, on a fini la journée là-bas. C'était grave cool. Et c'était très rapide et un peu de texte. Soit je faisais une voix off, soit je mettais justement je sais plus comment on appelle ça, mais en gros la voix off entre guillemets sur TikTok qui fait les playbacks et clairement voilà, c'était très très simple et c'est ce qui a plu. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un rush? Ouais, rush, c'est du coup filmer mais de manière brute, c'est-à-dire avant que tu mettes ça en montage, avant que tu passes ça en prod, tu filmes avec vidéo sur ton iPhone ou alors ton téléphone et tu as plusieurs rushs, donc tu as plusieurs vidéos qu'après tu coupes
et que tu assembles à d'autres vidéos pour créer un TikTok. Donc, en gros, généralement, je pouvais avoir des rushs d'une quarantaine, cinquantaine de minutes en tout pour à la fin un TikTok de 20 secondes qui retraçait en fait toute ma journée. Et les seules choses, entre guillemets, en plus que j'ajoutais au rush, bah, c'est vraiment, voilà, comme j'ai dit, de la voix off, du texte, des add-ons. Donc, par exemple, des prix, des adresses, horaires d'ouverture, de fermeture. Voilà. Christopher, il est surpris sur les 20 secondes. C'est un exemple. Hein, on en avait qui duraient 1 minute, d'autres 40 secondes. Donc, voilà. Et toi, Mathilde, du coup, ce serait quoi les étapes de ta création? Alors, moi, c'est un tout petit peu plus fastidieux parce que ça implique que je dois faire plein de choses et heureusement, c'est ma passion. Donc je vais me cantonner, enfin, je vais me limiter à vraiment parler de la partie création de contenu et pas toute la partie de préparation de mes sorties en montagne, même sur place, sur les différentes manières de filmer, etc. Du coup, voilà, Bilal a dit les termes, ça se ressemble après pour tout le monde. Il y a toute une partie voilà de montage sur voilà différents logiciels selon les préférences de chacun. Il faut aussi éditer les photos pour publier des photos, etc. La newsletter qui correspond au week-end que je viens de vivre avec tous mes petits tips et toutes mes aventures et mes aventures du week-end en question. Mais une partie qui est presque un petit peu, qui est très importante et qui vient presque un petit peu en amont, c'est aussi de se demander, voilà, qu'est-ce qui va créer aussi qu'est-ce qui va répondre au plus aux besoins des personnes qui me suivent. Donc, je peux régulièrement, par exemple, faire des sondages pour comprendre quels sont les principaux freins, qu'est-ce qui intéresse principalement les personnes quand je reviens d'un week-end, est-ce que c'est l'itinéraire, est-ce que c'est l'équipement que j'avais, est-ce que voilà, donc je dirais que une étape aussi importante pour moi en fait, c'est de toujours bien rester au contact de quels sont les besoins, quelles sont les questions et ensuite créer du contenu qui répond tout simplement si j'ai des éléments de réponse. Et du coup, tu travailles. Oh, pardon, vas-y, Bilal. Excuse-moi. Et il y a juste aussi un petit truc que je voulais ajouter. Je sais pas, Mathilde, toi, t'en penses quoi, mais je pense aussi qu'en fonction de la plateforme sur laquelle on est, le travail est différent. C'est-à-dire que, par exemple, Mathilde, elle, toi, tu es sur Insta, tu as ta newsletter. Moi, j'étais vraiment sur TikTok uniquement. Et je pense que le travail, entre guillemets, et la préparation et le montage apporté sur Instagram reste quand même beaucoup plus intense et important que, par exemple, sur TikTok, ce qu'on peut avoir et ce qui peut être mis en place en moins d'1 heure, par exemple. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va dire, pour le dire grossièrement, que sur Instagram, on est sur du contenu plus qualitatif et esthétique, alors que sur TikTok, on va être sur du contenu qui peut être plutôt fait à chaud, plus rapidement, même des interventions où voilà, quelqu'un va parler devant son écran pour raconter quelque chose, même si c'est pas, ça va peut-être pas être aussi bien rythmé, aussi bien structuré que sur Instagram, mais ça va tout aussi bien fonctionner parce que ça correspond bien à la plateforme et à ce que les gens s'attendent de trouver sur la plateforme. Encore une fois, moi, je ne connais pas du tout TikTok parce que déjà je ne consomme pas et que du coup je connais pas très bien les fonctionnements, mais du peu que j'ai compris, je dirais la même chose que toi, Bilal. Ouais. Et Christopher demandait combien de temps tu mets, Bilal, pour éditer ou monter une vidéo qui va durer 20 secondes à peu près. Une bonne heure. Ouais, ça me prenait une bonne heure. Je me posais au calme justement s'il fallait que je fasse une voix off. Assembler toutes les vidéos, c'est vraiment le plus rapide. C'est-à-dire que je mets mon contenu que j'ai envie de mettre. Ça peut me prendre une bonne vingtaine de minutes. Puis après, ce qui va être un peu plus long, entre guillemets, ça va être sur les add-ons, donc ce que j'ajoute en plus. Est-ce que je mets de la voix off? Est-ce que je mets du texte? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Qu'est-ce que j'ai pas forcément envie de mettre en avant? Donc ouais, je dirais une bonne heure. Ok, donc ça, c'est même en revisionnant les rushs, du coup.
Non, 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 parce que du coup, enfin, typiquement, quand je disais tout à l'heure, j'allais au travail, je posais par exemple mon téléphone juste en face de mon écran, bah, je savais que ça allait être hyper chronophage et que pendant 1 heure où je vais me filmer, ça va être la même chose. Donc, voilà, je vais regarder seulement peut-être 5 minutes de la vidéo et encore, et je me dis, OK, dans les 5 minutes, je vais prendre tant de secondes de la vidéo. Ok. Et pour comparer, toi, Mathilde, par exemple, si tu veux poster un réel sur Insta, ça te prend à peu près combien de temps de préparation? Ouais, alors du coup c'est un petit peu plus long parce que voilà il y a toute l'étape de la rédaction de la voix off qui prend du temps. Ensuite voilà comme a dit Bilal hein, découper les rushs, les mettre dans le bon ordre, enregistrer la voix, la structurer bien comme il faut pour enlever les blancs etc. Moi je dirais plus entre 2 et 4 heures, plutôt 4 heures en tout pour bah voilà retoucher les vidéos s'il y a besoin. Et ça comprend aussi la phase de mise en ligne de la vidéo entre guillemets, qui ça aussi ça prend un certain temps, mais même une fois que la vidéo est faite, que les sous-titres ont été ajoutés, etc., corrigés, enfin il y a vraiment pas mal d'étapes. Quand je vais mettre en ligne la vidéo, ça va encore prendre du temps sur le calage de la musique, le choix des mots-clés. Euh, et, euh, et aussi, j'inclurai même le temps que je prends sur les premiers commentaires qui sont publiés sur mes vidéos, où je vais répondre très rapidement dans la foulée, en fait, pour créer de la dynamique autour de la vidéo. Voilà. Donc, dans 4 heures, on va dire qu'on comprend tout ça. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu as toujours travaillé toute seule sur ta création de contenu ou tu travailles enfin, avec d'autres gens? Moi, Mathilde? Ouais. Non, je travaille toute seule, ouais. Ok. Ouais, ouais, Et ouais. toi, Donc, Bilal, tu travailles aussi toute seule? Ah, pardon, vas-y, Mathilde. Pardon. Bah peut-être juste un petit peu pour expliquer qui seraient potentiellement les acteurs avec lesquels on est amené à travailler sur cette partie création de contenu. Donc ça peut être d'avoir un agent qui va aider à mettre en place des collaborations commerciales et tout, ou bien ça peut être des monteurs vidéo ou même des vidéastes pour en fait décharger une partie de ce travail-là. Ok. Et toi, Bilal, tu travaillais seul? Ouais, moi, j'étais vraiment seul. Après, bah, du coup, des fois, dans mes contenus, bah, il y avait souvent des collègues ou des amis qui intervenaient. Donc, avec leur autorisation, voilà, ils étaient sur mes TikTok, mais j'étais seul, quoi. Ok. Et Mathilde, tu parlais d'agents, de collaboration commerciale. Comment on attire les partenaires quand on travaille sur les réseaux? Alors, je dirais qu'il n'y a pas du tout de recette miracle et qu'en plus c'est vraiment propre à tous les domaines différents. Je vois souvent passer des contenus de personnes qui prétendent donner plein de solutions à ce niveau-là et dont je questionne un petit peu aussi la légitimité. Moi, même si j'en suis là, j'ai la chance d'en être là aujourd'hui, les seules petites réponses que je peux donner par rapport à ça, elles vont être assez limitées en fait à mon domaine, mon secteur en fait, qui est du coup le secteur de l'outdoor. Je travaille principalement avec des marques de ce secteur-là et j'imagine que ça va être très différent dans d'autres univers, la cosmétique, le luxe, la mode, etc., qui sont des domaines que personnellement je ne connais pas et pour lesquels je pense pas qu'on puisse appliquer les mêmes règles entre guillemets quoi. Ouais, Ok. carrément. Enfin, je me permets juste du coup de Ouais, vas-y. rebondir sur ce que tu dis, Mathilde. C'est exactement ça. Moi, en tout cas, sur la partie de lifestyle, enfin, pour rappel, comme je disais, c'était à Dubaï, donc c'était encore différent parce qu'on est sur un autre pays. Mais je sais que là-bas, c'est vraiment en tout cas le bouche à oreille qui marchait. C'est-à-dire que moi, j'avais pas non plus une très grosse communauté. On était entre 14 000 et 15 000. Et c'est vraiment une question de bouche à oreille. C'est-à-dire que si je peux faire un resto et que, par exemple, la personne sait que j'ai une communauté et que je partage principalement du contenu sur la nourriture, ben, il peut me dire, OK, bah, vas-y, mets ça en avant et voilà, sous forme de partenariat, mais vraiment très simple. C'est-à-dire, on offre l'addition ou alors tu peux revenir la prochaine fois avec tant de personnes et l'addition est offerte. Et du coup, voilà, enfin, si on atteint tel objectif d'engagement, bah, du coup, voilà, l'addition sera offerte.
Enfin, voilà, c'était vraiment ce genre de choses. Moi, je sais que c'était vraiment le bouche à oreille et je voulais pas partir parce que c'était moi aussi, par rapport à comment je suis. J'avais pas envie de partir sur des contrats ou ce genre de choses ou autre. Enfin, déjà, je pense pas que non plus, mais ma petite communauté aurait permis ça. Mais ouais, j'étais vraiment sur quelque chose de très très simple, quoi, sur des partenariats, ce genre de choses. Ok, donc toi, du coup, si je dis pas de bêtises, ton contenu était, enfin, comment dire, tes partenariats étaient plus liés à du donnant-donnant. Toi, tu publies en donnant ton avis, du coup, sur l'endroit où tu as pu aller, et eux, en contrepartie, potentiellement, ils t'offrent quelque chose, une addition C'est ou un ça, ouais. service. Ouais, c'est souvent, en tout cas sur la partie F&B, enfin tout ce qui est restaurant, bar et ce genre de choses, c'était très souvent ça. Enfin, c'était du donnant-donnant, quoi. Ok. Et toi, du coup, Mathilde, ça se passait comment avec les partenaires? Enfin, ça se passe comment? Bah, à mon avis, ça suit un petit peu toujours une dynamique similaire, c'est-à-dire que au début, on va plutôt parler de dons de produits, d'invitations, etc. Et puis ensuite, petit à petit, ça peut prendre une autre ampleur, selon voilà les besoins de la marque avec laquelle on va collaborer et qui va plus ou moins bien matcher avec ton audience, avec la forme des contenus que tu fais, etc. Ok. Donc, du coup, vous aviez pu monétiser vos contenus? Moi, non. Non? Moi, oui, du coup. Ok, top. J'ai une question du coup de Jérémy par rapport à ce que tu viens de dire, Bilal. Si l'avis que tu avais, par exemple, sur les restaurants était négatif, est-ce que tu le postais quand même? Toujours dans la bienveillance, mais ouais, c'est-à-dire que, enfin, si par exemple je vais manger et que je suis pas hyper fan, bah, enfin voilà, j'en faisais pas parce que ça faisait partie de ma journée et moi j'étais vraiment sur. Alors attention, les additions à zéro justement, je disais que c'était vraiment dans des cas voilà rares entre guillemets. Après, ça arrivait pas tout le temps. Moi, la plupart du temps, voilà, je payais entre guillemets ce que je consommais. Et justement, si j'étais pas fan, j'en parlais. Bah voilà, je suis pas hyper fan du plat. Par contre, le dessert, il était top. Moi, j'ai pris, je sais pas, le crumble, donc je vous le recommande vraiment. Et typiquement, si après, du coup, la vidéo, elle est positive et que, voilà, j'en reparle avec la personne qui travaille dans le restaurant. Oui, après, ça arrivait qu'on reparte sur, entre guillemets, un partenariat où l'addition, dans un second temps, elle serait offerte. Mais dans un premier temps, voilà, je venais vraiment de manière très spontanée. Le restaurant, je l'ai vu, il m'a fait de l'œil et let's go, quoi. J'y vais, je commande mon plat et pourquoi pas par la suite revenir et là, oui, faire un partenariat. Ok. Bah, merci en tout cas pour ces précisions. Si on parle maintenant plutôt de la partie des délais et de la gestion de votre... Alors, moi, j'ai perdu Dorine de mon côté. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ouais. Alors, hop, c'est les petits aléas du direct. Ça me dégoûte. Hop. Ah, ça me dégoûte. Donc, je pense qu'elle voulait parler aussi des délais envers les fournisseurs, enfin les fournisseurs du coup vos clients, notamment toi aussi Mathilde qui dépend de partenariats maintenant. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que tu signes des contrats et du coup tu dois respecter un délai? Est-ce que tu fais un petit peu comme tu veux? Comment ça se passe? Oui, généralement, ça fait. Enfin, je pense comme dans tout contrat, dans tous les domaines, on va se mettre d'accord sur une date ou en tout cas une fourchette de date de publication et ça c'est assez naturel, ouais. Désolée, les aléas du direct, ma connexion a craché. Je sais pas si vous aviez pu entendre ma question ou si ça a coupé en plein Oui, Léa milieu. la reprise. Ok, ça marche. Bon, bah parfait. Et du coup, justement, en termes de délai, etc., comment vous gérez les imprévus? Moi, par exemple, je sais que j'ai souvent, entre guillemets, enfin, j'avais souvent des rushs de secours, c'est-à-dire que, par exemple, si je passais un week-end où je savais que j'allais voir des amis, où je savais que j'allais avoir pas mal de contenu, donc des sorties plage, des restos, des bars, ce genre de choses. Dans la vidéo du soir, je postais pas forcément tout et je gardais entre guillemets du backup
Et je me disais que si un jour, par exemple, j'avais une grosse journée au travail et que, bah, je sais pas, mal de tête, j'ai pas forcément envie de faire un truc après, je préfère rentrer à la maison, bah, j'avais, entre guillemets, ces rushs qui me permettaient, bah, déjà de dire la vérité, donc de dire aujourd'hui, pas ouf ma journée, voilà, je suis allé au travail, j'ai fait ça, puis bah, je suis rentré, ou alors à la rigueur, si j'ai envie d'ajouter un truc, je sais que voilà, on n'est pas forcément sur un truc là pour le coup hyper authentique, où bah, j'ai vraiment suivi ma journée de A à Z. Et voilà, si j'ai envie de garder un minimum de contenu, bah, j'avais toujours un peu ce contenu de backup, quoi. Ok. Et toi, Mathilde? Bon, la question, je suis pas sûre de l'avoir bien comprise en fait. Je vois pas trop en quoi elle s'applique pour moi, mais. Bah, par exemple, si jamais tu avais prévu de poster un contenu et que, bah, admettons, tu peux pas partir en week-end, je sais pas, t'es malade ou une autre raison, c'est pas possible. Et du coup, bah, dans ton planning, entre guillemets, t'avais prévu de poster sur une rando en particulier ou un équipement ou quoi que ce soit. Comment tu gères, du coup, ces imprévus-là? Ah, je me mets pas cette pression là. Il y a tellement d'aléas, que ce soit la santé, la météo. En montagne, en vrai, il y a jamais rien qui se passe comme prévu, hein, donc je veux pas faire un planning en me disant bah tel jour je vais poster telle vidéo direct en rentrant mon week-end et tout. Ça fonctionne pas comme ça. J'ai tout le temps plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire. Quand j'ai le temps et que j'ai les bonnes vidéos pour le faire, et ben je monte la vidéo et je la publie. Et si c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'ai pas de soucis à ce niveau-là, quoi. C'est pas une problématique pour moi, en tout cas. Ok. Bah, avant qu'on passe à la prochaine partie, on va prendre quelques questions parce que du coup, il y en a pas mal que j'ai pas encore pu vous poser. On va reprendre quelques questions dans le chat. Il y a Christopher qui te demande, Mathilde, est-ce que tu utilises un micro spécifique pour la voix off? Non, même pas. J'enregistre tout avec mon iPhone. Tous les mois, je me dis j'ai envie de m'acheter un micro, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais comme quoi, et je pense que tous les créateurs de contenu diront la même chose. En fait, il faut se lancer avec les moyens du bord, et ça fait déjà très bien le taf. Et après, si on a envie de passer à une dimension supérieure, et ben on investit le temps et l'argent qu'on juge nécessaire. Mais je trouve que l'équipement ne doit pas être un frein à ce niveau-là, et j'en suis un petit peu la preuve. Voilà, c'est qu'il faut faire à mesure. Et justement, par rapport à ça, toi, tes voix off, tu dois les intégrer après ou est-ce que sur Insta, ça peut se faire automatiquement? Alors oui, on peut monter directement les vidéos sur Instagram, faire la voix off, etc. Mais moi, je m'y retrouve pas sur le nombre de fonctionnalités qui sont disponibles. Et peut-être aussi un petit peu sur la vélocité de l'application, sur des montages avec beaucoup de vidéos. Donc, je préfère passer par CapCut, oui. Ok. Et il y a Kevin qui nous dit, est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations de différentes marques ou entreprises? Et si oui, comment vous les avez gérées? Alors la réponse c'est oui. Et ben ça se gère très bien. C'est toujours très touchant de voir qu'une marque qu'on adore ou qu'on suit depuis des années ou qu'on porte depuis longtemps ou qui est extrêmement reconnue dans un domaine fait appel à nous pour un projet. Donc c'est voilà, c'est extrêmement gratifiant et ça fait toujours plaisir. Et après dans comment vous le gérez, bah c'est pas pareil, pas d'enjeu particulier. Voilà, l'idée c'est de rester, je trouve, fidèle à soi-même dans toutes les circonstances et rester sur du contenu qui est dans tous les cas authentique. Mais aujourd'hui, j'ai jamais une marque qui m'a contacté en me disant tu vas faire ça et ça sort totalement de ce que je fais d'habitude. Non, les marques nous contactent et nous disent mais nous, on voudrait à tout prix que ce soit ton contenu habituel, ce que tu as l'habitude de faire, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, parce que bah on en a la preuve, c'est ce qui fonctionne avec ton audience et ton identité. Donc j'ai jamais eu de soucis particuliers à ce niveau-là. Non. Du coup, tu te laisses le droit de refuser des contacts Ouais. si jamais il y en a qui te contactent et que c'est pas lié à toi ce que tu crées, quoi. Oui, il y a différentes raisons de refuser des partenariats. Déjà sur la pertinence du sujet, voilà, est-ce que ça c'est assez, est-ce que je me retrouve dans le message ou le produit dont on va parler.
pour des raisons aussi de planning. Parfois, c'est juste que ça rentre pas. Pour des questions de rémunération, voilà, si on est trop éloigné de mes tarifications, et ben pareil, c'est des choses qui vont pas fonctionner. Donc et d'ailleurs, si c'est un conseil que je devais donner à des personnes qui en sont là aujourd'hui, c'est de savoir dire non, en fait, tout simplement. Toi, Bilal, t'avais été approché par des marques? Alors, pas des marques directement, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt de la partie restaurant, bar, ce genre de choses. Et on était voilà, sur quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire que, après, je pense qu'à Dubaï, en tout cas, ça se faisait peut-être plus simplement, on va dire, que peut-être en France, où je pense que c'est, entre guillemets, un peu plus réglementé. Je sais pas, en tout cas, parce que j'ai jamais été créateur de contenu, entre guillemets, en France. Mais je sais que là-bas, c'était vraiment, en gros, sur, voilà, tu as un contenu qui a été intéressant, tu me proposes, enfin, souvent, voilà, ça pouvait être moi ou eux qui venaient vers moi. Et voilà, quoi. Mais pas, jamais eu de marque ou autre, proprement parler, quoi. Ça roule. Du coup, si on passe plutôt sur la partie critères de qualité, vous, quand vous créez du contenu, comment vous allez évaluer la qualité de votre contenu? Moi, me concernant, en tout cas, c'est vraiment sur le fait qu'il soit le plus spontané possible. Comme je disais, hein, j'ai déjà fait des tests avec voilà, du montage ou autre. Et en tout cas, moi, sur ma plateforme et ce que je propose, c'est pas ce qui marchait le mieux. Ce qui marchait le mieux en termes de qualité pour moi, c'est vraiment que ce soit le plus spontané possible. Ok, donc pour toi, du coup, ça va. Excuse-moi, je rejoins totalement Bilal, même constat pour ma part. Et toi, du coup, Mathilde, est-ce que tu as parfois identifié des contenus qui ont plus ou moins marché et tu as compris pourquoi? Oui, tous les jours, on essaye de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, l'algorithme, est-ce qu'il faut poster à telle heure, à tel rythme, etc. Ce n'est que mon avis et j'ai pas du tout la science infuse à ce niveau-là, mais j'ai décidé de pas me laisser esclavagiser entre guillemets par ces considérations-là. En fait, je suis convaincue que personne sait vraiment comment ça fonctionne et que justement, ce qui fonctionne, ce sont les choses les plus authentiques et surtout qui apportent de la valeur. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est justement mes valeurs principales, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, c'est d'être juste moi et de partager ma passion. Et je trouve que c'est ça qui marche. Voilà. Enfin, je rejoins totalement Mathilde. Hein. Moi, je sais que j'ai d'autres amis, entre guillemets, qui étaient sur TikTok et qui me disaient mais t'es fou, arrête de poster le soir, il n'y a aucun impact. Faut vraiment que tu postes fin d'après-midi, ce genre de choses. Et moi, j'ai essayé une fois, puis ça collait pas dans ma journée. Je me suis dit, non, je préfère poster le soir quand je rentre et que j'ai fini tout ce que j'ai envie de faire. Moi, ça me détend, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et voilà, ça a toujours, entre guillemets, marché. Ça aurait peut-être pu mieux marcher si j'avais mis à certaines heures où l'algorithme est plus en phase. Mais ça m'intéressait pas forcément. En tout cas, ça collait pas dans mon agenda, dans ma journée, quoi. Donc, c'est vraiment essayer le plus naturel possible et spontané possible. Ok, donc ouais, c'est par rapport à toi ce qui te correspond, quoi. J'ai pas envie que ça devienne, entre guillemets, une corvée. Sinon, je me suis, comme je disais, moi, c'était vraiment du divertissement, je pense, par rapport à Mathilde, où vraiment on est quand même sur voilà, de l'information et quelque chose de différent. Et moi, je me disais, tant que moi, ça me divertit plus, c'est que c'est plus intéressant. Ouais. Et justement, par rapport à ça, Léo disait, est-ce que vous mettiez autant de temps à créer vos réels, vos TikTok, avant de commencer à toucher un public? Ou est-ce que le fait, par exemple, d'y passer 4 heures, c'est venu après? Moi, me concernant, en tout cas, c'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais moi, de base, j'ai fait des études dans le marketing digital et j'ai travaillé du coup en tant que social ad manager dans d'autres entreprises. Donc, j'ai toujours été intéressé dans le domaine sur les réseaux sociaux, analyse de KPI et ce genre de choses. Donc, sur mes réseaux à moi, j'ai toujours, entre guillemets, été investi, que ce soit sur Insta ou autre, de la même façon après quand j'ai eu une communauté, quoi. Donc, j'ai toujours mis 1 heure à monter, que je sois sur moi, mon compte, entre guillemets, perso,
bien sur, à l'époque, ma page où j'avais un peu plus d'abonnés, quoi. Ok. Et toi, Mathilde? En fait, le nombre d'heures passées n'est pas une fin en soi, hein. Bilal le disait aussi au début, parfois on va faire quelque chose de très très basique et de très simple et en fait ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, faut pas oublier qu'à la base faire des vidéos c'est aussi une manière de s'exprimer, donc il y a aussi un côté artistique entre guillemets. On va avoir envie de jouer avec des formes, des couleurs, des écritures, différentes choses dynamiques, etc. Et ça, je pense que ça fonctionne bien lorsque c'est vraiment un plaisir utilisé à bon escient. Et je lis la fin de la question de Léo qui demande voilà comment rester motivé lorsque on met des heures à réaliser du contenu qui touche peu de personnes. Et ouais, je comprends que c'est difficile. En plus, il y a des phases, c'est-à-dire que voilà, même quand on a touché du monde à un moment, parfois on en touche moins. Il y a des cycles. Je pense qu'il faut pas se laisser décourager, quoi. Et justement, Jérémy nous dit, si on a commencé par passion, par envie de partager, à poster, est-ce qu'on continue par passion ou est-ce qu'on continue parce que ça marche et qu'on a envie que ça marche encore plus? Bah oui, je pense que ça devient tout. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé par passion. C'est encore une passion. Aujourd'hui, je quitte mon poste chez Extia pour m'y consacrer à plein temps. Donc, ce côté passion, il prend une autre dimension lorsque ça devient mon métier. Donc, forcément, ça apporte une autre dynamique et on n'est pas les seuls à exercer entre guillemets un métier qui est aussi une passion à la base. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cadre-là. Et tout le monde a envie que ça marche et tout le monde a envie je pense beaucoup ont envie en tout cas de continuer dans cette dynamique-là. C'est un beau cadeau en fait de pouvoir passer du temps et de pouvoir se consacrer à plein temps sur quelque chose qu'on considère à la base comme une passion, même si on a la chance que ça devienne notre métier. Mais voilà, ça a aussi des inconvénients parce que du coup la frontière pro-perso, elle peut être brouillée. Pareil, la frontière passion-travail. Donc je pense que comme tout, il y a un équilibre à trouver et que la création de contenu, Instagram, etc. C'est pas un Eldorado en fait, c'est souvent idéalisé, mais sans raison. Et pour autant, je trouve que de plus en plus de créateurs aujourd'hui sont de plus en plus honnêtes avec ces choses-là et de plus en plus transparents. Donc je trouve qu'on va dans la bonne direction. Voilà. Je suis totalement en phase avec toi en tout cas, Mathilde. Trop cool. Et si on passe plutôt à la partie défis et opportunités, selon toi, Bilal, c'est quoi les tendances émergentes de la création de contenu en ce moment? Sur la partie divertissement, en tout cas, j'ai envie de dire TikTok. Même si ça fait déjà un moment qu'on est là-dessus, on voit même d'autres réseaux comme Instagram essaye un peu de s'en inspirer avec les Reels qui sont un peu sur le même format de vidéo, assez rapide où on a l'information directe. Et après sur TikTok, on a plein d'autres, il y a plein de trends qui sont mis en avant. Chaque personne par rapport à sa communauté et son type de contenu essaye d'adapter ses trends. Donc moi je dirais que TikTok, c'est vraiment. Après, c'est mon avis à moi, mais je pense que TikTok, c'est quand même plutôt pas mal au niveau des tendances et des contenus, entre guillemets, simples et rapides qu'on a envie d'avoir. Ouais. T'en penses quoi, toi, Mathilde? C'est marrant, j'ai pas compris la question de la même manière, donc je vais répondre autrement. Vas-y. En fait, plutôt quels sont les défis et opportunités pour moi, parce que pareil, j'ai pas la science infuse. Voilà, je connais qu'une plateforme, c'est Instagram, donc c'est un peu dur de se prononcer. Mais à titre personnel, mes défis et mes opportunités sont justement liés au fait que, selon moi, Instagram et la création de contenu, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen. Et donc,
pour moi, l'idée, et je suis pas du tout la seule à suivre cette voie-là, mais c'est aussi de réfléchir, comment est-ce que aujourd'hui, avec voilà l'audience, la visibilité que j'ai, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer, quel type de projet j'ai envie de mener. Et donc, à titre personnel, là, quand je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais pouvoir me consacrer en fait à d'autres choses qui sont justement plus dans la vie réelle, qui sont plus des choses en communauté, avec les personnes qui me suivent, des expériences ensemble, à la montagne, etc. Parce que voilà, comme je disais, pour moi, les réseaux, c'est un moyen et pas une fin. Voilà. C'est cool, t'as compris la question différemment de Bilal, mais les réponses, elles étaient toutes les deux hyper intéressantes, donc ça me va. Je crois que on a fini. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que vous en avez déjà posé pas mal et qu'on les a prises un peu au fur et à mesure. Mais si vous en avez d'autres, c'est le moment.